Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler ici aujourd'hui et je remercie bien sûr toutes les personnes qui se sont connectées pour écouter ce que je vais vous raconter. Donc, comme disait lui, on va parler un peu de mécanismes, les mécanismes que les oiseaux pourraient utiliser pour les migrations, parce que une migration, c'est quelque chose d'assez compliqué. Les voyages sont longs, on n'a pas toujours ce qu'on a, nous, comme un GPS. Donc, pourtant, les oiseaux arrivent à accomplir ces énormes voyages. Si j'arrive à passer les diapos, ce serait sympa. Chose que je n'arrive pas à faire. Voilà, la première. Donc, on sait tous que on a des mouvements, que ce soit les oiseaux, que ce soit d'autres animaux, on a des mouvements entre l'été et l'hiver, entre des zones différentes, parfois pas trop distantes les unes des autres, parfois très distantes en termes de kilomètres les unes des autres. Et ces mouvements interviennent à des périodes de l'année bien spécifiques. Et on parle des migrations si les zones d'été et d'hiver, par exemple, sont relativement stables pour une espèce donnée auquel nous intéressons, et surtout si les voyages dans un sens est répété dans l'autre sens, et c'est là tous les ans. Donc, c'est un voyage récurrent dans un sens et dans un autre, entre deux zones d'hiver et d'été, par exemple, bien définies. Et seulement à ces points-là, on parle des migrations. C'est là au moins pour ce qui concerne les gens qui travaillent sur les animaux, sur les migrations animales, parce que le terme est utilisé autrement, par exemple, par les généticiens, les gens qui étudient la génétique, et qui parle des migrations, même quand nous, on parle plutôt des dispersions, ça veut dire un animal qui part d'où il est né et va ailleurs et n'y revient plus d'où il est né. Ça, c'est de la dispersion pour nous. Les généticiens disent migration. Donc, il faut faire gaffe à ces termes-là. Pour nous, la migration, c'est vraiment un va-et-vient entre deux zones définies. Et bien sûr, si vous voyez ici la figure, c'est très simple. On va dire là, on va tout droit. Ça ressemblerait à quelque chose de pas trop compliqué. Mais déjà, si on prend cela, on peut se demander quel est le mécanisme qui permet de faire ces trajets et de le refaire en sens inverse des mois et des mois après. Et si en plus on prend des oiseaux comme par exemple cette fauvette à tête noire, population autrichienne, qui en migration automnale va entreprendre un voyage pour aller ici, dans cette partie de l'Afrique centrale, on peut imaginer que l'animal puisse aller tout droit, tout simplement. Et en fait, on se rend compte que le voyage n'est pas du tout un voyage simple. Il y a une première partie du voyage qui a une orientation sud-est et après la deuxième partie du voyage qui a une orientation sud. Cela, on le sait depuis longtemps. On l'a trouvé initialement qu'on n'avait pas tous les instruments qu'on a aujourd'hui avec lesquels on peut équiper les oiseaux ou des méthodes en laboratoire qui permettent d'avoir un aperçu de la typologie du voyage que les oiseaux accomplissent. Par bagage, tout simplement, on baguait les oiseaux, on les rattrapait à différents endroits parce qu'il y a toujours des ornithos qui déploient des filets et attrapent des oiseaux en transmettant les numéros des bagues au centre des bagages d'où les bagues venaient, comme les muséums en France, par exemple. On a pu dessiner à peu près les genres de voyages que cette fauvette peut faire. Mais vous voyez que le voyage n'est pas simple, ce n'est pas un voyage tout droit. Donc, on peut se poser la question de comment ils font à choisir ces trajets, cette route, et comment ils peuvent la maintenir. Pendant longtemps, et on continue, je dois dire la vérité, on utilise ces genres de dispositifs qui est assez simple, ce n'est pas très électronique, ce n'est pas très compliqué. C'est un monsieur qui s'appelle Emlen qui l'a inventé, c'est des entonnoirs, parce que c'est vraiment des entonnoirs, style des entonnoirs à vin, à cuve de vin, sur lesquels on met du papier.
un filet pour éviter que l'oiseau s'échappe, et où les papiers a une surface que l'oiseau, avec ses griffes, peut gratter, et donc on voit où l'oiseau gratte le plus, ou anciennement, pardon, on mettait un tampon d'encre sous les fonds, et les papiers disposés sous l'entonnoir, c'était du papier absorbant, et l'oiseau, en salissant les pattes d'encre sous les tampons centrales qui étaient représentés par ces disques-là, en sautant dans une direction ou dans une autre, il tachait les papiers absorbants autour. À quoi ça sert? Ben, ça sert parce que les passereaux, parce que c'est quelque chose qu'on utilise chez des oiseaux relativement de petite taille, vous pouvez bien comprendre, on ne va pas mettre une cigogne dans une situation du genre, ben, les oiseaux, les passereaux, les oiseaux de petite taille, manifestent ce qu'on appelle une inquiétude de migration. Ça veut dire que pendant la période de migration, même s'il est captif dans une cage, il s'agite beaucoup, et cette agitation, cette envie de bouger est directionnelle. Et la direction dans laquelle l'oiseau saute le plus, il essaie de voler le plus, dans l'entonnoir, il essaie de sauter pour s'échapper, est la direction dans laquelle il volerait s'il était libre de voler et d'accomplir sa migration. Donc, c'est très utile parce qu'on peut étudier certains passereaux et leur trajet à travers ces dispositifs relativement simples, relativement peu coûteux. Et par exemple, dans le cas de la fauvette à tête noire de la population d'Autriche, on peut voir qu'avec les entonnoirs, les oiseaux, pendant un certain temps, si tenus dans ces entonnoirs d'Emlen, dont vous voyez une photo ici avec l'encre, comme je vous disais, qui salisse une partie, eh bien, les oiseaux, dans un premier temps, dans la première portion du voyage, ils sautent plutôt dans cette direction sud-est, et donc les cartons, les papiers absorbants qui sont sous l'entonnoir, ça salira plutôt dans ces secteurs-là. Bien sûr, ce n'est pas une ligne, c'est un peu dispersé parce que l'oiseau il saute un peu au hasard, mais la direction principale dans laquelle l'oiseau sautille est celle-là. Et dans un deuxième temps, eh bien, quand il sera sous cette portion-là, après un certain temps qu'il a sautillé en sud-est, il sautera plein sud. Comme ça, on sait que les voyages ils progressent, et ces congénères qui sont libres de l'accomplir vraiment, ils voleront dans cette direction pendant un certain temps, et dans cette direction sud, plein sud, pendant un certain temps. OK? Ben, là, dit comme ça semblerait tout simplement une question d'avoir une direction et de voler un certain temps. Ça ressemblerait à quelque chose de relativement facile. Oui, mais il y a plusieurs populations, évidemment, des fauvettes à tête noire. Par exemple, il y a les populations qui sont ici, vers l'Allemagne du Sud, qui accomplissent un autre trajet pour aller dans d'autres endroits à hiverner. Et la première partie du voyage, à la place d'être sud-est comme celle d'Autriche, est plutôt sud-ouest et après plein sud. Et là aussi, c'est assez classique. On peut l'étudier avec les entonnoirs. Là, il y a une représentation graphique de ce qui donne l'entonnoir, où chaque petit triangle, c'est un oiseau, la direction qu'un oiseau y prenait pour cette population d'Allemagne. Comme je vous disais, en voyant des voyages comme ça, on peut penser que c'est assez simple. Il suffit d'avoir une direction enregistrée, par exemple, en tête, de voler dans cette direction un certain temps, et puis changer de direction et voler un certain temps dans une autre direction. Et quand le temps est passé, on s'arrête où on est. Rien de plus compliqué. Mais il y a différentes populations, vous voyez. Comment est-ce que ces directions et ces temps, c'est quelque chose d'appris, c'est quelque chose d'inné. Donc, il y a quelqu'un, un certain Berthold, qui a, avec son étudiant Helbig, dans les années 90 et début 90, il a fait des expériences où, en captivité, il a pris les deux populations d'Autriche et Hongrie et Allemagne du Sud, les a tenus en captivité, les a attrapés avec des filets, les a tenus en captivité, les a testés, et bien évidemment, dans la première partie du voyage, la deuxième est dans un entonnoir d'Emlen, bien sûr, et plein sud, donc ce n'est pas trop compliqué, mais la première partie est au sud-est, au sud-ouest,
les a testés et ça donne exactement cette représentation. Chaque triangle est bien sûr un oiseau et les directions moyennes de tous ces oiseaux testés sont celles qu'on verrait en nature si les oiseaux étaient libres de voler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, mais si moi je croise ces oiseaux attrapés en nature, en volière, donc je les ai fait accoupler entre eux, entre les deux populations différentes, les individus qui naissent de ces couples mixtes, on peut les définir couples mixtes, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des oiseaux qui, dans cette première partie du voyage, ils vont sud. Donc, ça donne une moyenne des directions des deux populations, comme si, effectivement, c'était un programme génétique que ces oiseaux avaient, chacun avec sa direction de prédilection, selon la population et selon ce qui donne un voyage plus court pour aller où ils vont hiverner. Et que si on les croise, on obtient la direction moyenne, qui est la moyenne entre les deux directions génétiques. Helbig, donc avec Berthold en 91, montrait que effectivement, ces oiseaux qui migrent, ces fauvettes qui migrent, ces passereaux qui migrent, ils peuvent avoir un programme d'immigration inné, génétiquement prédéterminé, où il faut voler dans une direction à un certain temps et puis dans une autre direction à un autre temps donné pour arriver dans des zones qui leur permettent de bien survivre l'hiver. Et puis, ils font les voyages inverses en printemps pour aller se reproduire dans les zones d'origine. Bien sûr, c'est qu'on définit un programme direction-temps, ça ressemble à quelque chose de très facile, très simple à mettre en place, surtout si est génétiquement prédéterminé. On n'a rien à apprendre. On a bien sûr les temps par horloge biologique. On sait que beaucoup d'animaux ont cette mesure du temps. Ils sont capables de mesurer les temps qui passent. On les appelle horloges circadiennes, rythme biologique, biorhythme, horloge interne, cycle. Enfin, on a beaucoup d'animaux qui ont ça, soit sur une journée, soit sur une année, soit sur une saison. Les temps qui passent, ils savent le mesurer. C'est des mécanismes physiologiques. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'ils sont un peu compliqués, mais grosso modo, tous les animaux l'ont. Et l'autre problème, que par contre on ne connaissait pas trop au début, c'était l'histoire de la boussole, parce que la direction, on l'apprend avec quoi? Avec une boussole. Nous, on a les boussoles magnétiques parce qu'on utilise avec des engins de ce type-là les champs magnétiques terrestres. Qu'est-ce qu'ils utilisent vraiment les oiseaux pour maintenir une direction? Parce que les temps, ils savent le mesurer, mais la direction, est-ce qu'ils savent la prendre? Eh bien, oui, les oiseaux ont des boussoles. Une sur toutes est la boussole astronomique basée sur les soleils. Donc, vous savez, par exemple, dans notre hémisphère, que le soleil il naît à l'est, il fait un arc de cercle. Enfin, la Terre, il tourne et les soleils semblent faire un arc de cercle dans les ciels, en culminant au sud vers midi, et puis il se couche à l'ouest. L'oiseau qui a une horloge interne qui lui permet de compter les temps qui passent, il sait qu'au lever du soleil, le soleil est à est. Quand sera midi, parce que le temps est passé pour l'oiseau, le soleil sera au sud. Donc, s'il veut voler au sud, il peut voler vers le soleil et sera sûr de voler au sud. Et ainsi de suite. Mais bien sûr, pour mettre en évidence ces genres de mécanismes, nous, on peut manipuler les temps des oiseaux, par exemple en les mettant dans une pièce et en alternant un jour-nuit différent, où les jours s'élèvent à une heure différente, et par exemple 6 heures avant le réel, et en tenant les oiseaux dans une pièce avec une lumière artificielle qui simule le lever et le coucher du soleil à des horaires qui nous sont utiles pour nous, pour l'expérience, on peut tromper les oiseaux. Et effectivement, si on déphase l'oiseau des 6 heures et on lui fait croire que midi est un moment de la journée pour lui, que pour la vraie vie à l'extérieur, en réalité, c'est le vrai lever du soleil, eh bien, l'oiseau qui veut voler au sud, il volera plutôt à l'est, tout simplement parce qu'il pense que c'est midi, alors que ce n'est pas midi. Parce que pour lui, le soleil s'est levé 6 heures avant les vrais levées du soleil dans la vraie vie, dans l'extérieur.
Et donc, ça, c'est très facile à faire. Ça a été fait avec les pigeons voyageurs, par exemple, que dans une condition normale, quand ils veulent retourner à leur pigeonnier, qui, par exemple, est vers le sud, ici, les points blancs, dans un lever coucher des soleils normal, ils vont bien sûr au sud. Et si on les déphase dans une chambre où on fait lever les soleils 6 heures avant ce qui devrait être, donc on leur fait croire que les jours et la nuit ont une alternance différente dans la réalité. À la place de voler au sud, ils volent à l'est parce qu'ils pensent que l'est est le sud, parce que le soleil est à l'est au lever du soleil, et eux, ils pensent que c'est midi. Donc, c'est facile. La boussole solaire est présente pratiquement chez tous les oiseaux, mais j'irai plus loin. La boussole solaire est présente pratiquement chez tous les animaux, invertébrés compris. C'est quelque chose de très simple à utiliser. Il suffit de pouvoir compter les temps, et ça, ils sont capables de le faire, pratiquement tous les animaux. Et le soleil, ben, il est toujours là, il s'élève toujours à l'est et il se couche toujours à l'ouest, avec un point culminant au sud, à midi, et sinon dans l'autre hémisphère, au nord. Mais bon, ça, tout le monde le sait, et les animaux de l'autre côté, ils font différent. Mais il y a d'autres types de boussoles. Il y a par exemple les boussoles astronomiques, toujours, mais basées sur les étoiles. Vous voyez ici des entonnoirs d'Emlen dans un planétarium. Et c'est comme ça qu'a été mis en évidence la capacité pour ces oiseaux qui migrent la nuit et qui donc ne peuvent pas utiliser les soleils, parce qu'il y a des passerans en particulier qui migrent la nuit, que les étoiles peuvent être des points de référence pour les directions et donc être utilisées comme boussole. Il y a eu une expérience en 1975 faite dans Emlen, celui qui a inventé les entonnoirs, et après il y en a eu d'autres. Ça, c'était une des premières qui montrait cela, où il a élevé ces oiseaux-là. Donc, je sais pas, je crois qu'en français, ça s'appelle comme ça, Passeran indigo, dans des planétariums où, pendant l'élevage, ils avaient ou un ciel gris uniforme, ou un ciel normal avec l'étoile polaire au centre. Vous savez que l'étoile polaire, c'est une étoile dite fixe, entre guillemets, dans notre ciel, parce que alors que toutes les autres étoiles et constellations tournent autour, l'étoile du Nord, eh bien, indique le Nord. Et aussi dans un ciel où, en modifiant bien sûr le planétarium, on peut faire un peu ce qu'on veut, il avait mis comme étoile fixe Betelgeuse et pas l'étoile du Nord. Quand successivement il a testé ces oiseaux pendant la migration, en exploitant cette inquiétude qui les fait voler et bouger dans l'entonnoir, donc dans ces entonnoirs que lui-même avait inventés, il a obtenu des oiseaux qui ne prenaient aucune direction s'ils avaient été élevés dans un ciel uniforme, où ils n'avaient pas pu apprendre la position des étoiles, qui migraient justement au sud si on présentait l'étoile polaire au nord, dans la position correcte dans la vraie vie, je dirais, et immigrer au sud aussi si on mettait à ce qui avait été élevé avec comme étoile fixe Betelgeuse. Ça veut dire que les oiseaux avaient appris pendant leur élevage à repérer les étoiles fixes et probablement génétiquement, savaient que les étoiles fixes indiquent le nord, et donc si on veut voler au sud, on vole dans la direction opposée par rapport à l'étoile fixe. Mais artificiellement, on a pu voir qu'on peut faire devenir fixe l'étoile qu'on veut, nous, dans un planétarium, et on peut tromper les oiseaux. Et ainsi, on a montré que les étoiles aussi pouvaient être, pour ces oiseaux qui ne migrent pas les jours et qui ne pourraient pas utiliser le soleil, un repère directionnel pour aller dans une direction pendant la migration. C'est tout? Ben non. Effectivement, il y a aussi une boussole magnétique. Une boussole magnétique que certains oiseaux peuvent utiliser. Et je rappelle, boussole magnétique, donc quelque chose qui indique une direction. Et on les étudie avec ces genres d'appareils-là. C'est des bobines dans les 3 dimensions de l'espace, inventées par un physicien qui s'appelle Helmholtz. Ces bobines, c'est rien d'autre que des fils en cuivre, plusieurs tours de fils en cuivre pour chacune de ces bobines-là, dans les 3 dimensions de l'espace. Et dans ces cylindres,
qu'on peut calculer par rapport à la taille des bobines, on peut modifier tous les paramètres magnétiques qu'on veut. Ainsi, en modifiant la direction du champ magnétique, l'inclinaison du champ magnétique, l'intensité du champ magnétique, il suffit de faire passer plus ou moins de courant dans telle ou telle bobine, et là-dedans, un oiseau, par exemple, dans une cage ou dans un entonnoir de Melaine, encore une fois, eh bien, il percevra les champs magnétiques comme nous, on veut le faire percevoir à l'oiseau et pas celui naturel du globe terrestre. Et c'est avec ce système, vous voyez ici Wolfgang Wilczko avec sa femme, en 1972, ils ont montré que les rouges-gorges avaient une boussole magnétique, mais une boussole magnétique assez particulière. Donc, vous voyez ici les bobines, dans la réalité. Vous voyez ici la cage où ils tenaient les rouges-gorges, et vous pouvez modifier, c'était le volume à l'intérieur des bobines où les champs magnétiques pouvaient être contrôlés par l'expérimentateur. Et voilà, ils pouvaient avoir un champ magnétique normal, un champ magnétique où ils inversaient la direction, donc ils faisaient penser à l'oiseau que les nord étaient dans l'autre direction et l'oiseau, à la place de voler vers le nord pendant la migration printanière, il volait au sud, mais surtout, sans changer la direction du nord, qui restait la vraie direction du nord, tout simplement en changeant les vecteurs inclinaison. Vous savez que les champs magnétiques terrestres, il est incliné vers le nord dans notre hémisphère, vers le sud dans notre hémisphère, tout simplement changeant la direction de la composante verticale du champ magnétique, on faisait changer les oiseaux de direction en les faisant voler vers le sud à la place de voler dans une situation normale vers le nord. Ça veut dire que les oiseaux n'étaient pas sensibles à la direction du nord, de l'aiguille de la boussole, comme on le voit nous, humains, mais étaient sensibles à l'inclinaison. C'est une boussole, effectivement, à inclinaison, que les rouges-gorges pourraient utiliser pour savoir quel est le sud et quel est le nord, pour voler vers le sud ou vers le nord. Les autres directions n'étant pas dans les capacités de ces oiseaux en termes de boussole magnétique. Est-ce que donc un programme direction-temps est suffisant pour les oiseaux pour accomplir leur migration? Eh bien, si vous voyez cet avion qui voudrait voler dans cette direction en maintenant cette ligne rouge et qui a un vent des côtés relativement fort, s'il maintient une direction exclusivement avec sa boussole, en disant « je prends cette direction avec ma boussole magnétique, la boussole humaine », et je vole dans cette direction, et il ne connaît pas qu'il y a un fleuve ici que peut suivre, d'autres repères aériens, les vents, il le déplace. Et l'avion, à la place d'arriver ici, sans s'en apercevoir, arrive ici. Donc, un oiseau migrateur qui vole avec des vents de tous les côtés à un moment ou à un autre de la migration, eh bien, il pourrait se retrouver dans un endroit qui n'est pas celui où il voulait aller s'il utilisait seulement une direction. Parce que pour compenser, il faut avoir quelque chose qui nous on mesure les vents, ou quelque chose comme un fleuve à suivre parallèle à la ligne où on veut aller, pour corriger et voler plutôt dans une direction qui n'est pas la direction réelle entre un point A et un point B, que c'est les deux points de départ et d'arrivée désirés, mais quelque chose qui permet de compenser ces mouvements, cette drift imposé par les vents à un corps qui bouge dans un fluide comme l'air, mais ça arrive aussi à les oiseaux qui nagent, bien évidemment, avec les courants marins. Donc, c'est quelque chose en plus qu'un programme tout simplement direction-temps, parce qu'une direction-temps ne permet pas de compenser, par exemple, un déplacement dû au vent. Et c'est là, ça se voit bien dans une expérience qui a été faite super tôt dans les temps. Vous voyez, 1958, donc avec très peu de moyens. En 1958, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de balises Argos, il n'y avait pas de petits loggers à mettre sous les oiseaux. Et ces messieurs, suisse, je crois, d'origine, en 1958, il a pu mettre en évidence cette chose dont je vous parle, la capacité de compenser au moins des déplacements artificiels dans son cas, mais naturels dans le cas du vent, des courants, etc. Comment il a fait? Il a capturé des étourneaux aux Pays-Bas pendant leur migration de cette partie en nord-est de l'Europe vers l'Angleterre, donc des étourneaux normaux, quoi. Dans les groupes qu'il avait attrapés, il y avait des jeunes, des adultes, etc. Et les a transportés en voiture en Suisse et les a relâchés en Suisse.
Et après, il a regardé où il les rattrapés avec des filets, avec l'aide de tous les ornithos en Angleterre, en France, en Suisse, en Italie, un peu partout. Bien sûr, je vous ai dit, il n'avait pas d'instrument électronique. Tout était basé sur les bagages et sur la reprise avec des filets. Et il s'est aperçu que les adultes relâchés en Suisse, eh bien, ils compensaient ces déplacements, bien que artificiels et pas naturels avec un vent, par exemple, et ils allaient plus ou moins où ils étaient en train d'aller au début. Donc, ils compensaient ces déplacements. Ils savaient qu'ils avaient été déplacés, ils savaient où ils avaient été relâchés et pouvaient compenser. Alors que les jeunes n'étaient pas capables de faire cela. Et la seule chose qu'étaient capables de faire les jeunes, c'était continuer comme s'ils ils étaient encore où ils avaient été attrapés. Donc, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'ils avaient été déplacés vers la Suisse, vers les Sud. Donc, il y a une différence entre les adultes et les jeunes. Les jeunes ont effectivement, c'est dont on parlait avant, un programme génétique direction temps. Et ils sont capables de le maintenir. C'est une encre de sauvetage, c'est un mécanisme backup que les gens ont, mais ils doivent, pendant les premières migrations dans un sens et dans l'autre, apprendre quelque chose qui leur permet, une fois adultes, donc avoir au moins accompli une aller-retour, de compenser et de savoir où ils se trouvent. Perbe ne fait pas d'hypothèse sur qu'est-ce que c'était cette capacité, mais bien sûr, il voit cette grosse différence entre un programme direction temps qui produit ce qui s'est produit chez les jeunes et un programme, quelque chose d'un peu plus compliqué qui permet aux adultes de compenser un déplacement. Ici, artificiel, mais évidemment naturel aussi. Donc, les adultes ont un mécanisme qu'on a appelé carte et boussole, parce qu'avec une boussole, tout simplement, on ne peut rien faire si on ne sait pas où on est. Et c'est le cas des jeunes étournants qui ne savent pas où ils sont et donc ne peuvent pas compenser. Alors que les adultes, ils savent où ils sont quand ils sont relâchés en Suisse. Ils calculent une trajet alternative pour aller où ils voulaient aller sur une carte. Donc, les boussoles, on les a vues. Quelle est l'origine et la nature de cette carte? Et cela, c'est très controversé, parce qu'il peut y avoir des cartes visuelles, et on parle d'orientation, comme on fait nous, les humains. On veut aller de là à là, on dit ben, je marche jusqu'à cet obélisque, après je tourne, etc. Donc on peut l'apprendre avec l'expérience, apprendre des repères visuels et après les utiliser en série pour se déplacer d'un point à un autre, comme on fait en ville. Mais on a des cartes, nous aussi humains, à coordonnées, où chaque point est défini par 2 coordonnées. Ces coordonnées peuvent être extrapolées, on n'a pas besoin de les visiter pour les connaître, et nous permet de savoir où on est partout et où on veut aller et calculer une direction. Et ça, donc, arriver à extrapoler une position par rapport à une position des destinations où on veut aller, ça s'appelle navigation. Et seulement ça, c'est de la navigation. Le reste, c'est de l'orientation. Seulement si on arrive à extrapoler sa position à travers, par exemple, une carte à coordonnées comme latitude et longitude que nous, les humains, on est capable d'utiliser. Évidemment, probablement, les animaux n'ont pas une carte de latitude et longitude, mais peut-être qu'ils ont quelque chose qui se rapproche. Ils ont commencé à étudier ça chez les pigeons voyageurs, tout simplement parce que c'est une espèce domestique facile, très facile à utiliser. Un pigeon qui a un pigeonnier ici, qui est transporté ici et lâché, eh bien, il va au pigeonnier. Ils retournent, ont été sélectionnés et élevés pour ça, sont très efficaces et ils ont leur mécanisme d'orientation très, très performant. Mais qu'est-ce qui se passe si on leur enlève l'odorat? Eh bien, si on enlève l'odorat, vous voyez ici, des pigeons relâchés ici, leur pigeonnier est là, eh bien, ils ne sont pas plus capables de retourner, ou ils retournent après longtemps, c'est-à-dire quand ils ont récupéré l'odorat, après qu'on leur a coupé de façon chimique et réversible, parce que apparemment les pigeons utilisent un système de navigation, parce qu'on les amène sur un endroit qu'ils ne connaissent pas, et ils sont capables de retourner s'ils sont intacts. Par contre, s'ils n'ont pas d'odorat, ne sont pas capables de retourner. Donc, peut-être que leur système est des cartes et boussoles. La boussole des pigeons, c'est solaire, on le sait, ou magnétique peut-être. Mais la carte, on ne le savait pas. Et là, on commence à suspecter que la carte soit olfactive. Et mon directeur de thèse, en 72, moi, pas en 72 mois, mais lui, en 72, c'était un peu plus tard, quand j'ai commencé à travailler avec lui,
Il avait hypothésé que les oiseaux à la volière pouvaient associer des odeurs qui étaient portées par les vents et leur direction. Ainsi, ils pouvaient savoir qu'à nord, il y avait une odeur qu'ici on appellera rouge. À sud-ouest, il y avait une odeur bleue, comme ça, etc., etc. Et qu'une fois transportés à distance de la volière, à ces différents endroits, ils reconnaissaient les odeurs et disaient, tiens, ici, ça sent les rouges venaient du nord, ça veut dire que ma volière est au sud, je vole au sud et je rentre. Ensuite, un collègue de mon directeur de thèse, un Allemand, Hans Barlach, il a plutôt hypothésé un système à gradient qui forme des grilles, un peu comme latitude et longitude, toujours avec des odeurs qui sont transportées par les vents, mais qui permet d'identifier des endroits où, par exemple, je ne sais pas, ici, le vert est très fort et le rouge, il est moins fort, et ainsi de suite. Pas forcément seulement avec des odeurs, peut-être avec plusieurs odeurs, mais un système des grilles. Et probablement, la vérité est entre les systèmes à mosaïque de Floriano Papi et les systèmes à gradient de Hans Barlach. Parce que différentes expériences ont montré que c'est ni l'un ni l'autre exactement, mais les oiseaux sont capables d'avoir quelque chose qui est intermédiaire. Qu'est-ce que l'on est des oiseaux sauvages? Parce que ça, c'est des oiseaux élevés. Mais bien sûr, quand on fait de la sélection naturelle ou artificielle, pour l'élevage qu'elle soit, on n'invente pas des mécanismes. On met en évidence, on exagère, on améliore des choses qui sont déjà présentes dans les oiseaux qu'on est en train de sélectionner. Donc, ce n'est pas que les mécanismes olfactifs des pigeons voyageurs ont été inventés chez les pigeons voyageurs. Ça doit être dans leurs ancêtres sauvages qui ont été sélectionnés par l'homme et probablement dans beaucoup d'autres oiseaux. Et malgré le fait que certains chercheurs et beaucoup de vulgarisateurs, de journalistes et d'ornithologues amateurs qui, en faisant de l'anthropomorphisation, suggèrent l'existence d'un mécanisme magnétique, de cartes magnétiques pour les oiseaux migrateurs, en fait, il n'y a aucune preuve expérimentale vraiment décisive, comme il y a pour l'orientation olfactive des pigeons voyageurs. Et surtout, on n'a jamais trouvé les récepteurs magnétiques. On n'en sait rien. Ils ont proposé des choses qui ont été démenties. On ne trouve pas avec quoi ils pourraient percevoir les champs magnétiques pour en faire une carte, pour pouvoir l'utiliser comme carte. Parce que comme boussole, on sait que c'est possible, mais comme carte, il n'y a rien. Et au contraire, il y a des épreuves qu'on va voir rapidement qui suggèrent l'existence d'une carte olfactive et réfutent l'hypothèse d'une carte magnétique. La première, c'est sous les puffins cendrés qui font des migrations de ce type-là. Nous, on a, et là j'ai participé à cette expérience, on a fait 3 groupes aux Açores d'oiseaux, un témoin, un sans odorat et un groupe sans perception du champ magnétique. On les a mis sur un bateau, on les a déplacés de 800 000 km, équipés de GPS ou de balises Argos, on les a relâchés à 800 km, on a regardé ce qu'ils faisaient. Les contrôles et les témoins, ils sont retournés à leur île, relativement direct, bon, sauf celui-là, bien évidemment. Les oiseaux sans perception magnétique, ils sont retournés tout droit comme les témoins à leur île, en montrant que le fait de ne pas percevoir correctement les champs magnétiques terrestres, ça ne les dérangeait pas du tout, alors que les oiseaux sans odorat, ils ont eu des gros problèmes à retourner à l'île, et vous voyez comme ils se baladent à droite à gauche dans les océans, et après beaucoup de jours arrivent éventuellement à retourner à leur île de nidification, montrant bien que l'odorat était nécessaire pour ces oiseaux pour pouvoir retourner à l'île. Mais on a vu ça chez aussi des petits passereaux. Par exemple, cet oiseau-là, les moqueurs-chats, je crois que ça s'appelle en français, et ils ont étudié cette population-là. Il y a différentes populations aux États-Unis. Cette population-là a été étudiée. Et ce qu'ils ont fait, d'abord, ils ont regardé quelles sont les directions des migrations naturelles pour les adultes en bleu et pour les jeunes en jaune. Et après, ils ont fait 3 groupes, toujours témoins sans odorat et sans perception du champ magnétique, et ils ont regardé ce qu'ils faisaient. Pour ce qui concerne les jeunes, on voit bien que ça ne les dérange pas trop. De toute façon, je vous remis ici par rappel le comportement normal des jeunes. Vous voyez que plus ou moins les 3 groupes font ce qu'ils feraient les jeunes s'ils n'avaient pas été manipulés avec le champ magnétique et avec l'odorat.
Et les témoins, bien sûr, ils font exactement ce qu'ils doivent faire. Mais par contre, les adultes, eh ben, ceux qui sont sans, les témoins et sans perception du champ magnétique, ils font ce qu'ils feraient les adultes. Je vous les ai mis ici pour rappel, ce qu'ils font naturellement, les bleus. Vous les voyez ici. Alors que les oiseaux sans odorat, ils reprennent une migration comme s'ils étaient jeunes. Ça rappelle beaucoup les résultats des perdecs sous les étourneaux déplacés en Suisse. Les adultes, ils peuvent compenser la perte, enfin, ils ont un trajet d'émigration différent. Si on leur enlève l'odorat, ben voilà, qu'ils font quelque chose d'autre et ils retournent sur un programme probablement génétique direction temps, en montrant que probablement c'est un mécanisme olfactif, celui qui leur permet d'accomplir une migration différente en perfectionnant ce qu'est une migration toute bête qui les fait passer sur une zone d'eau plus grande par rapport à une migration qui passe par ici, etc., etc. Donc, probablement, un mécanisme olfactif à des cartes que les adultes ont et que si on enlève, ils répètent leur programme génétique d'origine, comme les étourneaux. Et enfin, c'était aussi étudié un peu chez les goélands bruns, avec les deux populations qu'ils ont utilisées, mer Blanche et Finlande centrale. Pareil, on a pris les oiseaux, on en a fait 3 groupes, sans odorat, sans perception magnétique et témoin. On les a déplacés dans 2 directions. On a regardé ce qu'ils faisaient pendant la migration. Est-ce qu'ils étaient capables de retourner sur leur couloir de migration ou pas? Si c'était les magnétiques sans perception magnétique à ne pas retourner dans les couloirs d'immigration, ça voulait dire que c'était un sens magnétique qui leur permettait de naviguer. Si c'était les sans olfaction, eh ben, c'était un sens olfactif qui leur permettait de naviguer. Et les résultats sont clairs. Ça, c'est les témoins. Ils font leur couloir d'immigration que je vous ai mis ici par rappel. Les sans perception magnétique, il reprend plus ou moins les couloirs d'émigration naturels, alors que ceux qui sont sans olfaction, ceux qui sont déplacés à Heligoland, eh ben, ils vont tout droit, en gros, et ils sont plus capables de rentrer dans leur couloir d'émigration, alors que ceux du Kazan, si. Là, c'est un peu surpris, mais en fait, ils se sont rendus compte quand ces oiseaux sont revenus arrière pendant la migration printanière, que cette zone où ils les ont déplacés, c'était une zone connue parce que ça rentrait dans leur trajet printanier. Et donc, eux, ils connaissaient cette zone où ils les ont déplacés, alors que Heligoland était quelque chose en dehors de leur trajet normal. Et donc, pour eux, c'était perdu. Ici, c'était quelque chose qu'ils connaissaient. Et donc, ils ont pu compenser les déplacements en disant « Ah ben tiens, je suis dans un endroit que je connais, et ben je retourne où je dois aller. » Alors que c'est là, non, parce qu'ils étaient sans olfaction. Et les magnétiques, par contre, ils ont compensé. Donc, en gros, ça c'est pour vous montrer les distances du couloir d'émigration à différentes latitudes. Vous voyez que les sans odorat sont toujours très distants du couloir d'émigration, alors que de l'autre côté, non. Donc, mécanisme pour s'orienter, lesquels pour les migrations? Un programme génétique détermine la direction des vols pour un temps donné. Oui, ça marche pour certains oiseaux, surtout les jeunes. C'est une ancre de sauvetage. Un mécanisme dit carte et boussole pour naviguer pour les adultes qui peuvent avoir différents types de boussoles, comme on a vu. Et carte, ben, quelle carte? Boussole astronomique et magnétique. Carte probablement olfactive, presque sûrement pas magnétique. Donc, le magnétisme, si ça marche pour la boussole, ça ne marche pas pour la carte. Et donc, ben, il y a besoin de beaucoup plus d'études pour clarifier ça. Et c'est clair que beaucoup d'études que je vous ai présentées à la fin, que ce soit les goélands, que ce soit les puffins cendrés, ont été réalisées grâce aux nouvelles techniques de suivi des oiseaux. Et je pense que dans le futur, on aura des instruments, comme vous l'avez entendu dans les jours passés, plus petits, plus performants, qui nous permettront d'affiner et de comprendre un peu mieux la carte olfactive des oiseaux migrateurs, comme on l'a compris chez les pigeons voyageurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Francesco, pour ce petit cours magistral.
J'ai l'impression d'être à nouveau sur les bancs de la fac, c'était très très bien. Je vais couper le partage. Ouais. Et on va prendre quelques questions préparées par les modérateurs. Alors, première question de Claire Midi. Pour les fauvettes à tête noire autrichiennes dont tu parlais au début, a-t-on permuté certains individus en mettant des individus d'Autriche en Allemagne et vice-versa, et ensuite en regardant les directions qu'ils prenaient? Donc, pour répondre à ça, c'est très simple parce qu'en fait, toutes les expériences ont été faites en Allemagne. Donc, en réalité, la population autrichienne hongroise a été attrapée là-bas, transportée au Max Planck où Berthold Helbig ils faisaient leurs expériences. Et donc, effectivement, ils manifestaient leur naturel parcours, si on peut l'appeler comme ça, même en captivité, même en Allemagne. Donc, oui, ont été transportés en Allemagne et testés en Allemagne et effectivement maintenaient leur parcours d'origine indépendamment du lieu où ils étaient testés. Très bien. Ensuite, il y a Solène Dulac qui demande, en plus d'un effet génétique, peut-il y avoir un apprentissage chez les jeunes de la direction à prendre, par exemple en suivant les adultes qui partent en migration ou pendant l'élevage? Tout à fait. Pour les étourneaux des perdes, on pense exactement ça. Les jeunes, ils pourraient accomplir la migration tout seuls parce qu'ils ont un programme génétique, mais en réalité, ce qu'ils font dans la vraie vie, je dirais, c'est voler avec les adultes. Les étourneaux, ils volent en groupe. Et donc, en gros, ils pourraient le faire s'ils restaient tout seuls, s'ils partaient en retard, s'ils devaient s'arrêter pour une raison quelconque. Mais en réalité, en volant avec les adultes, eh bien, ils apprennent probablement des paramètres qui pourraient être olfactifs, qui pourraient être tout simplement visuels. Les étourneaux ne volent pas très haut pendant l'immigration, donc ils pourraient aussi apprendre certaines caractéristiques du paysage à la limite et les intégrer dans leur carte pour ensuite les utiliser si déplacés par un vent ou par un expérimentateur comme Perd qui a fait l'expérience. Donc oui, il y a les programmes génétiques et ces programmes génétiques, il est intégré avec l'expérience de quelque chose qui est appris pendant les années qui suivent leur naissance. Ensuite, on a Serge Risser qui demande quel est le rôle de la polarisation de la lumière dans le déplacement. Oh, c'est une très bonne question. Alors, pendant des années et des années, enfin, moi, quand j'étais en thèse, on a appris que les soleils n'est pas utilisé seulement quand les disques solaires est visible, mais il peut être utilisé simplement quand il y a une toute petite ouverture dans les nuages, par exemple, des bleus, parce qu'à ce point-là, les rayons du soleil passent par ces bleus, donc ils passent directement sans être filtrés par les nuages, et c'est la polarisation qui indique à Pigeon Voyageur, où était très étudié, la position du soleil, parce qu'on ne le voit pas directement parce qu'il y a des nuages, mais s'il y a un tout petit peu de bleu, on pense que la polarisation du soleil donne, selon l'orientation de cette polarisation, la position du soleil. Les expériences ont été faites pour montrer ça et ça avait l'air de marcher. Dernièrement, j'ai vu des articles dans les derniers 5, 6 à 10 ans qui remet un peu en question la capacité de voir la polarisation de la lumière parce que effectivement, nous, on ne la voit pas. Nous, comme humains, on ne la voit pas. D'autres animaux, on ne la voit pas. Les oiseaux, il semblait qu'ils puissent la voir. Maintenant, il y a quelques doutes. Quelques chercheurs ont mis en doute cette capacité. Mais c'est vrai que les expériences faites jusqu'à là, ils semblaient suggérer qu'ils sont capables d'extrapoler la position du Soleil à travers la polarisation de la lumière du Soleil qui passe par un trou de ciel bleu dans un ciel nuageux, les nuages en coupant toute polarisation. Impressionnant si ça marche. Ensuite, on a Élie Ducot qui nous demande s'il existe un paysage olfactif, les activités humaines et les désordres écologiques. Élie, tu me pardonneras, je ne cite pas tous les désordres écologiques que tu cites, mais il demande si en fait ce paysage il peut être perturbé et donc est-ce que ça peut perturber la migration des oiseaux? Alors, très bonne question.
Donc, Hans Varef, celui qui a hypothisé la carte à gradient pour les pigeons voyageurs, il a aussi, il y a une dizaine, non plus, une quinzaine d'années, essayé de mesurer quelles étaient peut-être les odeurs des différentes zones que les pigeons pouvaient utiliser une fois déplacés là-bas pour retourner aux pigeonniers. Donc, il s'est mis ensemble un chimiste allemand. Ils sont allés autour des zones où il avait les volières des pigeons à échantillonner l'air et puis ils ont analysé. Et ils ont vu que dans ces différentes zones, les odeurs les plus stables en absolu, c'est des odeurs d'origine humaine, donc des pollutions. Et donc, on pense que peu importe quelles sont les odeurs, que ce soit des odeurs des forêts naturelles, des violettes ou des lavandes, les odeurs humaines, donc des villes, des pollutions, etc., ils peuvent être appris par les pigeons aussi bien que les autres odeurs, et que tout simplement, dans les temps, peut-être ils sont passés de l'odeur des pins sylvestres d'une forêt à l'odeur du smog d'une ville, d'un village, et qu'ils ont intégré dans leur carte aussi les odeurs humaines. Donc, des changements pas trop rapides d'odeurs dues à la pollution ou à la dépollution de certaines zones ne perturberaient pas trop parce qu'ils pourraient intégrer tous ces odeurs nouveaux ou manquants avec d'autres odeurs, etc. Donc, oui, potentiellement oui, mais ils ont l'air d'avoir une capacité assez élevée de compenser des choses de ce genre. Et ensuite, on a Frédéric Chariot qui demande « Le rouge-gorge étant sensible au champ magnétique, donc au phénomène de boussole dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce qu'on a identifié l'organe récepteur chez cet oiseau? Qu'est-ce qui permet de capter ce champ magnétique? Il me semble que tu as dit qu'on ne le savait pas. Mais... Alors, pour la boussole inclinaison, donc, en fait, il faut distinguer cette histoire de boussole et carte. Donc, pour la carte magnétique, on n'a jamais rien trouvé comme récepteur. Pour la boussole à inclinaison, et exclusivement la boussole à inclinaison du rouge-gorge et de quelques autres passereaux, parce qu'après, ils ont trouvé d'autres, ils ont testé d'autres espèces, et, style les tourneaux, et ça marche aussi. C'est quelque chose, enfin, la proposition qui a été faite par toujours les deux Vilsco, femme et mari, Roswitha et Wolfgang, il semblerait un mécanisme très compliqué qui se passe dans la rétine de l'œil. Donc, en gros, pour la dire facile, les oiseaux verraient l'inclinaison du champ magnétique. Donc, c'est une réaction chimique dans certains composés qui seraient présents dans la rétine, qui ferait apparaître comme des taches sous la rétine, qui passeraient par les nerfs, optiques au cerveau et donneraient l'inclinaison, la direction de l'inclinaison du champ magnétique. J'évite d'en parler en public parce que c'est des mécanismes super compliqués, sembleraient être ça, ils ne sont pas tous d'accord sur ça, et les mécanismes en lui-même est difficile à expliquer et difficile à comprendre même pour nous, parce qu'en fait a été proposé par un physicien, et ces articles, je l'avoue, sont très difficiles à comprendre, et c'est dur, c'est vraiment dur. Mais donc, il y a un mécanisme hypothétique et un récepteur hypothétique chez les rouges-gorges et d'autres passereaux. Très bien, merci. Donc, ça répond à la question de Florian, je pense. Toujours sur le champ magnétique, il y a Clémence Le Saul qui voudrait savoir comment on enlève la perception du champ magnétique chez un oiseau pour une expérience. Alors, la méthode la plus simple et celle que moi je préfère en absolu, c'est mettre un aimant dans une petite boîte et la boîte collée sous les plumes de l'oiseau. Normalement, on la met sous la tête parce qu'on pense que s'il y a un organe de perception, doit être pas loin de la tête, mais on met des aimants relativement puissants qui couvrent pratiquement tous les corps de l'oiseau. Parce qu'il faut comprendre que les valeurs à percevoir du champ magnétique terrestre sont très, très, très faibles. Nous, avec des instruments, nous les humains, avec des instruments, on a des difficultés à mesurer l'inclinaison, la déclinaison, l'intensité totale du champ magnétique à différents endroits et faire
la différence déjà entre Paris et Montpellier, par exemple. Il faut des instruments très, très, très fins. Donc, en mettant des aimants qui recréent un dipôle magnétique propre à l'aimant et pas à la Terre autour de l'oiseau, on dérange leur perception. Après, il y a d'autres façons de faire. Ce que vous avez vu chez les goélands, par exemple, que c'est dû aux partisans du champ magnétique comme carte qui disent que la perception du champ magnétique passe par les nerfs trijumeaux. C'est né avec les pigeons voyageurs, cette histoire, en disant qu'en perturbant l'olfaction du pigeon voyageur, on perturbait aussi la fonctionnalité du nerf trijumeau, et c'était parce qu'on perturbait la fonctionnalité du nerf trijumeau que les oiseaux étaient perdus, parce qu'en fait, ils étaient en train d'utiliser les magnétiques et pas l'olfactif. Et c'était les traitements olfactifs qui dérangeaient les nerfs trijumeaux. Donc maintenant, il y a des chercheurs qui parfois, quand ils veulent tester l'absence de capacité de percevoir les champs magnétiques, ils coupent les nerfs trijumeaux. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, les partisans du champ magnétique, parfois, ils font ce genre d'expérience. Après, ça repousse. Hein. Les nerfs, s'ils ne sont pas vraiment tirés des côtés, etc., ça c'est reconjoint et tout. Mais bon, c'est une manipulation légèrement plus lourde que tout simplement coller un aimant sur la tête d'un oiseau. Ok. Il reste du temps pour une question. Tu veux un truc facile ou un truc un peu plus challenging? Comme tu veux. Alors, je prends le challenging. Il y a Maxime Zucca, et je pense que ce n'est pas le seul, qui demande, concernant la navigation basée sur gradient magnétique, intensité notamment, que pensez-vous des expériences de déplacement de Rousseroll par Nikita Tchernestov et ses collègues? Je ne sais pas si c'est un 2010. Alors là, Ça, c'est une question. C'est difficile de répondre à ce genre de questions, en fait. Parce que malheureusement, quand on fait des... Enfin, c'est super difficile de répondre à ces questions parce qu'en fait, beaucoup des partisans de l'une et de l'autre théorie, que ce soit olfactive ou que ce soit magnétique, ils font des expériences de plus en plus compliquées et on a toujours façon de critiquer comment on observe les faits. Par exemple, si on déplace les oiseaux et après on les teste exclusivement dans un entonnoir, on voit certaines choses, mais on ne voit pas tout. Comme par exemple chez les goélands où on a suivi les oiseaux avec balises, etc. Et donc on arrive toujours, parce que les expériences, il faut considérer qu'elles sont toujours imparfaites, il y a toujours les risques que nous, on croit ça parce qu'on cherchait ça, mais quelqu'un d'autre disait oui, mais vous n'avez pas considéré un autre point. Donc, effectivement, toute expérience, c'est critiquable, surtout si on n'a pas pensé à des choses et des collègues, ils mettent en évidence une erreur qu'on a pu faire ou quelque chose qu'on n'a pas considéré. Donc, en fait, moi, ça je le dis en général, je déteste les termes démontrés, que ce soit de la vulgarisation, que ce soit de la publication scientifique. Moi, je pense qu'avec nos expériences, nos corrélations, tout ce qu'on fait, on ne démontre rien du tout. On suggère des choses, on voit des choses, on pense que c'est comme on l'a vu, mais il peut arriver toujours quelqu'un d'autre qui, avec une méthode plus évoluée, plus perfectionnée, dans 10 ans, dans 20 ans, mais même dans un an, il peut dire « mais non, tu avais tort ». Tu croyais que c'était ça, mais tu n'avais pas considéré tel paramètre et tel paramètre montre que tu avais tort. Donc, et dans la science, dans la méthode scientifique, il faut accepter ça. Nous, on pense d'avoir raison et d'écrire un truc parce qu'on a fait des expériences et on n'a pas trouvé comment les critiquer nous-mêmes, mais ça n'empêche que dans un an, dans 10 ans, quelqu'un peut les critiquer et dire non, mais vous aviez tort. Il faut l'accepter. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, on a démontré que l'orientation olfactive est l'orientation de tous les oiseaux. Déjà, c'est peut-être l'orientation des oiseaux qu'on a testés et où ils semblent marcher, et ce n'est pas pour les autres, parce que tant qu'on ne les teste pas, on ne peut pas généraliser, parce qu'il peut y avoir une orientation magnétique, pourquoi pas, dans certaines zones de l'hémisphère et pas dans certains d'autres, parce que les paramètres ne sont pas mesurables ou sont disposés d'une façon que ça ne marche pas, etc., etc.
y compris pour l'olfaction. On sait que les pigeons voyageurs aux États-Unis, ils sont beaucoup moins performants avec l'olfaction que les pigeons voyageurs en Europe. Pourquoi? On n'a pas bien compris, mais c'est un fait réel. Donc, je ne me sens pas de critiquer, mais je sais que toutes les fois qu'on regarde et on discute au colloque sur des expériences magnétiques, on trouve toujours une explication du style eh ben, vous ne les avez pas suivis suffisamment et vous avez testé seulement un moment ou parfois vous avez choisi les oiseaux que vous avez présentés. Ok, Malheureusement, ça arrive ça aussi. d'accord. Francesco, Parce que, ben, voilà. va falloir qu'on enchaîne. J'ai l'impression, mais Ouais. si tu veux, on se refera un talk quantile sur ce sujet. En fait, j'ai une foule de questions en plus. Je pense que tout ce que tu as raconté là, ça a passionné les gens. On aurait pu passer 2 heures dessus.